Elle est tombée des escaliers et a cru que ce serait la fin de ses forces. Quand elle ouvrit les yeux, elle était dans les bras du fermier le plus désiré. Son toucher fit battre son cœur de façon incontrôlable. La grange simple devint le décor d'une passion interdite. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Victoire Dupont courait dans les rues de Paris comme si le diable lui-même la poursuivait. La pluie battante fouettait son visage, se mêlant aux larmes qu'elle ne pouvait plus contenir. Ses vêtements, autrefois élégants, maintenant trempés, trahissaient une femme en fuite. Son téléphone sonnait sans cesse, mais elle savait que répondre signifierait entendre davantage d'accusations, de mensonges, de trahisons. Elle jeta un rapide coup d'œil au gros titre d'un journal abandonné sur un kiosque. Cadre du groupe immobilier Aurore, impliqué dans une fraude de plusieurs millions. Son nom et sa photo y figuraient comme si elle était une criminelle. Victoire avait toujours été une femme déterminée. Diplômée en gestion avec mention, elle s'était fait une place dans un monde dominé par les hommes. À 35 ans, elle était directrice financière du groupe immobilier Aurore, l'une des plus grandes entreprises du pays. Mais son succès dérangeait particulièrement Richard Montagne, fils du propriétaire et vice-président, qui voyait en sa compétence une menace pour ses ambitions. Richard avait manipulé des documents, détourné des fonds, et lorsque le stratagème fut découvert, il rejeta toute la faute sur Victoire. Sans preuve pour se défendre, abandonnée par ceux qu'elle considérait comme des amis, et avec sa réputation détruite, elle vendit le peu qu'elle possédait, mit l'argent dans un sac à dos usé et partit sans destination. Ce Paris qu'elle avait tant aimé l'étouffait maintenant, avec ses gratte-ciel, son bruit et son jugement impitoyable. Après 3 jours de voyage en bus interrégionaux, toujours craignant d'être reconnue, elle arriva dans la vallée de la Loire. La région, avec ses petites villes, ses montagnes verdoyantes et son air pur, semblait un refuge temporaire. Lorsque le dernier bus la déposa sur un chemin de terre, la nuit était déjà tombée. Ses réserves d'argent étaient presque épuisées et la faim la tenaillait. Marchant sans but, elle aperçut au loin une lumière entre les arbres. C'était une propriété rurale de taille considérable. Une grande maison ancienne, typique des domaines viticoles du siècle passé, s'élevait majestueusement, entourée de jardins bien entretenus et d'une petite plantation. Victoire hésita. Peut-être pourrait-elle demander de l'aide, un peu de nourriture, des informations sur un endroit où séjourner, mais la peur d'être reconnue la paralysait. Elle décida simplement de se reposer quelques heures dans ce qui semblait être une grange abandonnée à la périphérie de la propriété. La grange, une construction en bois avec un toit en zinc, abritait d'anciens équipements agricoles et des bottes de foin. Épuisée, Victoire monta par une échelle en bois jusqu'à la mezzanine où le foin était stocké. L'odeur était douce et réconfortante, lui rappelant les visites qu'elle faisait à la ferme de ses grands-parents lorsqu'elle était enfant. Avant qu'elle ne puisse penser à la prochaine étape, son corps céda à la fatigue accumulée des jours précédents. Ses yeux s'alourdirent, ses jambes faiblirent, et l'échelle, déjà usée par le temps, céda sous son poids. La chute fut violente et inattendue. Son corps heurta le sol en terre battue, et le monde autour d'elle tourna. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'enveloppe fut la silhouette d'un homme grand entrant précipitamment dans la grange, attiré par le bruit. Mathieu Rivière se réveilla en sursaut au bruit sourd provenant de la grange à outils. Depuis qu'il avait perdu Julie, son épouse, dans un tragique accident 5 ans auparavant, son sommeil était léger et troublé. En tant que propriétaire du domaine de l'Espérance, l'une des rares propriétés produisant encore du vin de qualité dans la vallée de la Loire, il avait des responsabilités qui ne pouvaient attendre le lever du jour. Il enfila rapidement un pantalon, chaussa ses bottes et prit une lampe torche. Avant de sortir, il passa silencieusement devant la chambre de Louise, sa fille de 8 ans, qui dormait profondément. La petite, depuis l'absence de sa mère, était devenue extrêmement réservée, ne parlant que le nécessaire et se méfiant même de Madame Zélie, la gouvernante qui s'occupait de la maison. Le chemin jusqu'à la grange était court, mais la pluie rendait la visibilité difficile. Mathieu, avec ses 40 ans, gardait la silhouette athlétique de quelqu'un qui travaille la terre. Ses cheveux foncés montrèrent déjà quelques fils argentés aux tempes, et son visage, autrefois toujours souriant,
portait maintenant une expression sérieuse, presque austère. Sa barbe de quelques jours complétait l'image d'un homme qui, bien que jeune, portait le poids de nombreuses pertes. En entrant dans la grange, la lumière de la lampe révéla une scène inattendue. Une femme inconsciente, tombée au sol, avec l'échelle cassée à côté d'elle. Pendant un moment, Mathieu resta paralysé. Il ne recevait plus de visiteurs depuis des années, surtout des étrangers, et la présence de cette femme était complètement inhabituelle. Il s'approcha, prudemment, éclairant son visage. Malgré les égratignures et la saleté, il pouvait voir qu'elle était jeune et belle. Ses vêtements, bien que trempés et sales, étaient fins, indiquant qu'il ne s'agissait pas d'une simple vagabonde. Il toucha légèrement son cou, sentant son pouls. Elle était vivante, mais inconsciente. Une partie de lui, celle qui était devenue méfiante et amère après tant de douleurs, suggérait d'appeler les autorités. Après tout, elle pourrait être n'importe qui, une voleuse, une fugitive. Mais quelque chose dans les traits délicats de cette femme éveilla en Mathieu une compassion qu'il croyait endormie. Avec précaution, il la prit dans ses bras. Elle était légère, et son corps, bien que glacé par la pluie, transmettait une fragilité qui l'émut. Il l'emmena jusqu'à la maison principale, entrant par l'arrière pour ne pas réveiller Louise. Madame Zélie, qui était encore dans la cuisine à préparer le pain pour le lendemain, faillit laisser tomber son bol de pâtes quand elle vit Mathieu portant une inconnue. « Mon Dieu, monsieur Mathieu, qui est cette jeune femme ?»« Je ne sais pas, Zélie. Je l'ai trouvée évanouie dans la grange. Il semble qu'elle soit tombée de l'échelle de la mezzanine. Mais que faisait-elle là? Est-elle dangereuse? Regardez-la, Zélie. Pensez-vous vraiment que quelqu'un dans cet état représente un danger? Prenons soin d'elle d'abord. Nous découvrirons qui elle est ensuite. » Mathieu porta Victoire dans l'une des chambres d'invités qui restaient fermées depuis des années. Madame Zélie, bien que réticente, aida à retirer les vêtements mouillés de l'inconnu et à l'habiller d'une chemise de nuit propre. Ils nettoyèrent ses blessures, particulièrement une coupure au front qui saignait beaucoup, et la couvrirent de couvertures chaudes. Mathieu l'observa un instant, intrigué. Qui pouvait être cette femme? Qu'est-ce qui l'avait amenée jusqu'à sa propriété, si loin de la ville? Son instinct lui disait qu'elle fuyait quelque chose, ou quelqu'un. Monsieur Mathieu, ne pensez-vous pas qu'il serait préférable d'appeler le docteur Joseph? Cette jeune femme pourrait s'être cassé quelque chose dans la chute. Si elle ne va pas mieux d'ici demain matin, nous l'appellerons. Pour l'instant, laissons-la se reposer. Quand ils quittèrent la chambre, ils ne remarquèrent pas que depuis le couloir sombre, de petits yeux curieux observaient toute la scène. Louise, réveillée par le mouvement inhabituel dans la maison toujours silencieuse, espionnait par l'entrebâillement de la porte. La présence de cette étrangère dans sa maison, dans les bras de son père, éveilla chez la fillette un mélange de curiosité et de jalousie qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le lendemain matin, lorsque les premiers rayons de soleil traversèrent les rideaux de la chambre, Victoire ouvrit les yeux, désorientée. Elle regarda autour d'elle, sans reconnaître où elle se trouvait. La chambre était spacieuse, avec des meubles anciens mais bien conservés. Les murs, peints d'un jaune doux, affichaient quelques tableaux de paysages ruraux. Elle tenta de se lever, mais une douleur aiguë à la tête la fit reculer. C'est alors que la porte s'ouvrit lentement, et Mathieu entra portant un plateau avec du thé, du pain et des fruits frais. Le regard qu'ils échangèrent à ce premier moment conscient fut intense et chargé de questions non formulées. Victoire, instinctivement, tira le drap jusqu'à son menton, se sentant vulnérable. Mathieu, quant à lui, ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une pression depuis longtemps oubliée. C'était comme si cet inconnu, avec ses yeux bruns effrayés, avait éveillé en lui une émotion qu'il croyait enterrée avec Julie. « Bonjour », dit Mathieu, posant le plateau sur la commode. « Comment vous sentez-vous » Victoire s'ajusta dans le lit, encore confuse par la situation. « Où suis-je? Qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Mathieu Rivière. Vous êtes au domaine de l'Espérance. Je vous ai trouvé évanoui dans la grange hier soir après une chute. Je vous ai amené à la maison pour soigner vos blessures. » Victoire porta la main à son front, sentant le pansement. Des fragments de la nuit précédente commencèrent à revenir. La fuite, la pluie, la grange, l'échelle cédant sous ses pieds. Elle regarda ses propres mains, maintenant propres, et réalisa qu'elle portait une chemise de nuit qui n'était pas la sienne. « Mon sac à dos »
dit-elle soudainement alarmée. Où est mon sac à dos? Il est là. Mathieu indiqua un coin de la chambre. Nous n'avons touché à rien à part ce qui était nécessaire pour prendre soin de vous. Madame Zélie, notre gouvernante, a aidé à changer vos vêtements mouillés. Victoire se détendit un peu mais resta sur ses gardes. Ces derniers jours, elle avait appris de la pire façon que faire confiance aux gens pouvait être dangereux. Pourtant, quelque chose dans le regard de cet homme transmettait une sécurité qu'elle ne pouvait pas expliquer. « Merci », dit-elle finalement. « Désolé pour le dérangement, je n'avais pas l'intention d'envahir votre propriété. Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant. Mangez quelque chose, reprenez des forces, nous parlerons ensuite. » Lorsque Mathieu quitta la chambre, Victoire se leva avec précaution et alla jusqu'à son sac à dos. Elle confirma que tout était là, les quelques affaires, documents et l'argent qu'elle avait réussi à rassembler avant de fuir. Elle se sentit soulagée, mais encore inquiète. Elle ne pouvait pas rester ici. Cet homme semblait bon, mais combien de temps faudrait-il avant qu'il ne découvre qui elle était? Avant que les journaux n'arrivent avec son visage en première page, après avoir mangé un peu et s'être habillée avec les vêtements qu'elle trouva propres et pliés au pied du lit, Victoire décida qu'elle partirait dès qu'elle aurait remercié pour l'hospitalité. Elle sortit de la chambre et se retrouva dans un large couloir, décoré de vieilles photographies du domaine et de la famille. Sur l'une d'elles, Mathieu souriait aux côtés d'une belle femme aux cheveux châtains et d'une petite fille. Ils semblaient heureux. Suivant le son des voix, elle arriva à la cuisine. C'était un espace accueillant avec une grande table en bois au centre, une cuisinière à bois et de vieux placards. Mathieu était assis, prenant son café, tandis qu'une dame d'apparence maternelle remuait une casserole sur la cuisinière. À ses côtés, une fillette d'environ 8 ans regardait Victoire avec un mélange de curiosité et de méfiance. « Ah, vous vous êtes levé, » dit Mathieu, indiquant une chaise. « Venez, joignez-vous à nous. Voici Madame Zélie qui prend soin de moi et de Louise depuis toujours. Et voici ma fille, Louise. »« Bonjour, » répondit Victoire, s'asseyant timidement. « Je suis... » Elle hésita. Serait-il prudent de dire son vrai nom? Et s'il la reconnaissait? « Victoire, » compléta-t-elle finalement. « Victoire Dupont. »« C'est bien que vous alliez mieux, mademoiselle, » dit Madame Zélie, plaçant une tasse de café devant elle. « Vous nous avez fait peur hier. » Louise restait silencieuse, observant l'étrangère avec intensité. Ses yeux, identiques à ceux de son père, semblaient analyser chaque mouvement de Victoire. « Je vous remercie vraiment pour tout ce que vous avez fait pour moi, » dit Victoire, regardant le café dans sa tasse. « Mais je dois continuer mon chemin. J'ai déjà trop abusé de votre hospitalité. »« Et où allez-vous » demanda Mathieu. La question la prit au dépourvu. Où irait-elle? Vraiment? Elle n'avait pas de destination ni de plan concret au-delà de fuir et se cacher. « Je n'ai pas encore décidé, » répondit-elle honnêtement. « Alors il n'y a pas d'urgence, » dit Mathieu avec une gentillesse qui la déconcerta. « De plus, le docteur Joseph viendra vous examiner aujourd'hui. Vous avez eu une commotion sérieuse. Vous devez vous reposer. » Victoire voulut protester, mais la douleur à la tête revint comme un rappel de sa fragilité actuelle. Peut-être était-il judicieux d'accepter l'offre et de reprendre des forces avant de poursuivre son voyage. Juste pour un jour de plus, alors, accepta-t-elle à contre-cœur. Après le petit déjeuner, Mathieu emmena Victoire découvrir la propriété. Le domaine de l'Espérance s'étendait sur plusieurs hectares, avec des vignobles sur les douces collines, des vergers de fruits divers et un petit élevage de vaches laitières. La maison principale, construite à la fin du XIXe siècle par les arrière-grands-parents de Mathieu, conservait l'architecture originale des domaines viticoles, avec de larges vérandas, de hauts plafonds et des bois nobles. « Ma famille est sur cette terre depuis 5 générations, » expliqua Mathieu, tandis qu'il se promenait dans les jardins. C'était l'un des plus grands producteurs de vin de la région, mais les temps ont changé. Maintenant, nous maintenons une production plus petite, davantage axée sur la qualité que sur la quantité. « C'est un endroit magnifique, » observa Victoire, respirant l'air pur du matin. « Si différent de la ville. »« Avez-vous toujours vécu en ville ?»« Oui, à Paris. J'y suis né et j'y ai grandi. » Victoire s'arrêta devant un buisson de groseilles chargé de fruits. « J'avais l'habitude de visiter mes grands-parents à la campagne quand j'étais enfant, mais c'était il y a longtemps.
Mathieu remarqua l'ombre qui passa sur le visage de Victoire lorsqu'elle évoqua le passé. Il y avait des mystères chez cette femme, des douleurs qu'il reconnaissait bien. Il décida de ne pas insister. « Vous pouvez en cueillir quelques-unes, si vous voulez, » dit-il, indiquant les groseilles. « Louise les adore. Peut-être que cela aidera à briser la glace avec. » Elle ne parle pas beaucoup, n'est-ce pas? Pas depuis que nous avons perdu sa mère, Julie. Mathieu fit une pause, comme si le nom même de son épouse causait encore de la douleur. Elle a eu un accident il y a 5 ans. Louise avait à peine 3 ans à l'époque. Ce fut difficile pour nous tous. Je suis désolé, dit Victoire, sincèrement ému. La vie continue, n'est-ce pas? Nous devons continuer avec elle, même si parfois cela semble impossible. Quelque chose dans la façon dont il dit cela résonna profondément en Victoire. Ils étaient 2 personnes brisées par le destin, essayant de reconstruire les morceaux de leur vie. Dans l'après-midi, le docteur Joseph, un monsieur aux cheveux blancs et aux manières douces, vint examiner Victoire. Il diagnostiqua une légère commotion cérébrale et recommanda du repos pendant au moins 1 semaine. La nouvelle tomba comme une bombe sur Victoire. 1 semaine, c'était trop long pour rester au même endroit, exposé. Mais quand elle tenta de protester, tant le médecin que Mathieu furent inflexibles. « Ce n'est pas négociable, » dit Mathieu après le départ du médecin. « Vous devez vous rétablir complètement avant de voyager. De plus, » ajouta-t-il, avec un sourire discret, « je pense que Madame Zélie s'est déjà attachée à vous. Elle se plaint que cette maison a besoin de plus de présence féminine. » Au cours des jours qui suivirent, Victoire s'intégra progressivement à la routine du domaine. Elle maintenait encore une certaine distance émotionnelle, consciente que son séjour était temporaire, mais ne pouvait s'empêcher d'être attirée par la paix de cet endroit et par la simplicité de la vie là-bas. Elle aidait Madame Zélie à la cuisine, apprenant des recettes traditionnelles françaises. Elle fit la connaissance des employés du domaine, hommes et femmes simples qui travaillaient la terre avec dévotion. Et lentement, avec patience et de petits gestes, elle commença à se rapprocher de Louise. La fillette, initialement distante, commença à accompagner Victoire dans ses tâches quotidiennes, d'abord en observant de loin, puis en participant timidement. Ce fut durant un après-midi pluvieux, alors qu'elle enseignait à Louise comment faire des biscuits à la cannelle, que Victoire entendit pour la première fois la voix de la petite fille. « Vous allez partir comme maman ?» La question posée à voix basse alors qu'elle découpait la pâte en forme d'étoile prit Victoire au dépourvu. Elle sentit un nœud dans la gorge en réalisant la profondeur de la douleur de cet enfant. « Ta mère n'a pas voulu partir. »« Louise, parfois des choses tristes arrivent que nous ne pouvons pas contrôler. Mais vous partirez parce que vous le voulez, n'est-ce pas ?» Victoire regarda ses yeux d'enfant, si pleins de peur de l'abandon, et sentit son cœur se serrer. Comment expliquer qu'elle devait partir non par volonté propre, mais par nécessité? Comment dire que son passé la poursuivait et que rester pourrait mettre en danger cette famille qu'il avait si généreusement accueillie? Je ne sais pas ce qui va se passer, Louise, mais tant que je serai ici, je promets que je serai toujours à tes côtés. C'était une promesse prudente, la seule qu'elle pouvait faire honnêtement. Louise sembla l'accepter, reportant son attention sur les biscuits. Mais quelque chose avait changé entre elles. Un pont commençait à se former au-dessus de l'abîme de la méfiance. Ce soir-là, après que Louise fut couchée, Victoire resta sur la véranda, contemplant le ciel étoilé. C'était une vision que la grande ville, avec ses lumières et sa pollution, n'avait jamais permis d'apprécier pleinement. Mathieu la rejoignit, apportant 2 tasses de thé. « Louise vous a parlé aujourd'hui, dit-il, non comme une question, mais comme une constatation. Comment le savez-vous? Je l'ai vu sourire en mangeant les biscuits. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vu sourire ainsi. » Ils restèrent silencieux un moment, appréciant simplement la paix de la nuit rurale. « Vous ne m'avez jamais dit ce qui vous a amené ici, Victoire. De quoi fuyez-vous » La question directe l'effraya. Elle se tourna vers lui, prête à nier, à inventer une histoire quelconque. Mais en rencontrant ses yeux sincères, quelque chose en elle vacilla. Elle était fatiguée de mentir, de se cacher. Peut-être que juste pour une nuit, elle pouvait s'offrir le luxe de la vérité. Victoire contempla la tasse de thé dans ses mains, la vapeur montant en spirale douce dans la fraîcheur de la nuit. La question de Mathieu planait entre eux, lourde comme des nuages d'orage. Dire la vérité serait-il un soulagement ou créerait-il simplement plus de problèmes? De fausses accusations.
dit-elle finalement, choisissant ses mots avec soin. Je travaillais dans un grand groupe immobilier à Paris. J'étais directrice financière. Le fils du propriétaire, il a détourné de l'argent et manipulé des documents pour me faire porter le chapeau. Mathieu écoutait en silence, son visage éclairé seulement par la douce lumière qui venait du salon. Il ne montrait aucun jugement, seulement une attention sincère. Je n'ai pas pu prouver mon innocence. Les preuves ont été fabriquées à la perfection. J'ai tout perdu. Mon emploi, ma réputation, mes amis, même ma famille a commencé à douter de moi. Victoire respira profondément, sentant le poids des dernières semaines. Alors j'ai fui. Je n'avais nulle part où aller. Je savais seulement que je devais disparaître pour un temps. Et vous comptez prouver votre innocence. Comment? Richard Montagne a de l'argent, du pouvoir, des relations. Je n'ai rien. Mathieu resta silencieux quelques instants, comme s'il pesait ses paroles. Je vous crois, dit-il simplement. 3 mots. Seulement 3 mots que Victoire n'avait pas entendus depuis si longtemps qu'elle avait presque oublié ce que c'était d'être crue. Elle sentit ses yeux brûlés de larmes contenues. « Vous ne me connaissez même pas, murmura-t-elle. Je connais suffisamment. J'ai vu comment vous traitez Louise, comment vous aidez Madame Zélie, comment vous vous souciez de ne pas être un fardeau. Les personnes malhonnêtes n'agissent pas ainsi. » Victoire ne put retenir ses larmes. Elle pleura silencieusement, libérant une partie de la tension qu'elle portait. Mathieu ne fit aucun geste pour la réconforter physiquement, lui donnant l'espace dont elle avait besoin. Mais sa présence était, en soi, un réconfort. « Je comprends maintenant pourquoi vous regardez toujours par-dessus votre épaule, » commenta-t-il, quand elle se calma. « Mais ici, vous êtes en sécurité, Victoire. Personne ne vous trouvera au domaine de l'espérance. » À partir de ce jour, quelque chose changea dans la dynamique entre eux. Il y avait une confiance mutuelle, une compréhension silencieuse. Victoire commença à s'autoriser de petits moments de bonheur, comme si elle testait les eaux d'une nouvelle vie. Peu à peu, elle en apprit davantage sur Mathieu. Son amour pour la terre, son dévouement envers sa fille, sa passion pour les livres d'histoire. Elle découvrit qu'il avait étudié l'œnologie à Paris, mais était revenu au domaine après. Le départ de Julie, cherchant un environnement plus sain pour élever Louise. Au fil des jours, la présence de Victoire transforma subtilement l'atmosphère du domaine. La maison, autrefois silencieuse et sombre, commença à prendre vie. Elle ramena la musique, faisant jouer les vieux disques vinyles qu'elle avait trouvés rangés. Elle replanta le jardin derrière la maison avec des herbes aromatiques et des fleurs colorées. Elle organisa les livres de la bibliothèque qui étaient abandonnés. De petits changements qui n'échappèrent à personne, surtout pas à Mathieu. 1. Après-midi ensoleillé, tandis que Victoire aidait Louise avec ses devoirs sur la véranda, Mathieu les observait discrètement depuis la porte. Voir sa fille interagir, poser des questions, même rire occasionnellement était comme assister à un miracle. Depuis que Julie était partie, Louise s'était enfermée dans une coquille, comme si elle craignait que toute manifestation de joie ne soit une trahison à la mémoire de sa mère. « Victoire, regarde !» s'exclama Louise, montrant un papillon bleu qui s'était posé sur son cahier. « C'est un morpho, l'un des plus beaux papillons de France, » expliqua Victoire. « On dit que lorsqu'un papillon bleu se pose près de toi, c'est signe de bonne fortune. » « Vraiment ?» Les yeux de la petite fille brillaient. Ma grand-mère le disait toujours. Et sa grand-mère avant elle. Ça doit être vrai, tu ne crois pas? Louise sourit, un sourire sincère qui illumina son petit visage habituellement sérieux. À ce moment, Mathieu sut que quelque chose d'irréversible se produisait. Victoire n'était plus seulement une invitée temporaire. Elle devenait une partie essentielle de ce petit noyau familial. Le lendemain matin, quand Mathieu se rendit en ville pour acheter des fournitures pour le domaine, il passa à la poste pour vérifier le courrier. Parmi les factures et les revues agricoles, il y avait un journal de Paris que le propriétaire de l'agence, M. Janvier, mettait toujours de côté pour lui. Il est arrivé avec 3 jours de retard, mais j'ai pensé que vous aimeriez voir les nouvelles de la capitale, dit le vieil homme ajustant ses lunettes sur son nez. Merci, M. Janvier. Comment va votre tension? Sous contrôle, grâce à Dieu et à cette tisane que Madame Zélie m'a recommandée. Mathieu rangea le journal sans y accorder beaucoup d'importance. Il ne l'ouvrit que lorsqu'il s'arrêta pour déjeuner dans un petit café. Et c'est alors que son cœur faillit s'arrêter. À la 3e page, une petite nouvelle mais avec une photo qu'il reconnaîtrait n'importe où,
La police poursuit les recherches de la cadre accusée de fraude. La photo montrait Victoire, avec des cheveux plus courts et coiffés, mais indéniablement elle. Le texte mentionnait que Victoire Dupont, ex-directrice financière du groupe immobilier Aurore, avait disparu après avoir été accusée de détourner des millions dans un système frauduleux. Les autorités soupçonnaient qu'elle avait fui le pays avec l'argent. Mathieu relut l'article 3 fois, essayant de concilier l'image de la femme décrite là, une criminelle en fuite, avec la Victoire qu'il avait connue ces dernières semaines. Gentille, travailleuse, honnête. Son esprit revint à la conversation qu'ils avaient eue sur la véranda. Elle lui avait dit la vérité, mais avait-elle tout dit? En revenant au domaine, il trouva Victoire et Louise dans le verger, cueillant des oranges. La petite fille courait entre les arbres, plus animée qu'il ne l'avait vue depuis des années, tandis que Victoire tenait un panier déjà presque plein de fruits. Le soleil de l'après-midi créait un halo doré autour d'elle, comme un parfait tableau pastoral. « Papa, regarde combien d'oranges nous avons cueillies. Victoire va faire du jus frais pour le dîner. »« C'est bien, ma chérie, » répondit-il automatiquement, ses yeux fixés sur Victoire. Elle remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Louise, pourquoi n'apportes-tu pas quelques-unes de ces oranges à Madame Zélie? Dis-lui que nous arrivons. » Quand la petite fille s'éloigna, Victoire s'approcha de Mathieu, inquiète. Quelque chose est arrivé. Il sortit le journal plié de sa poche et le lui tendit, ouvert à la page avec l'article. Victoire pâlit, instantanément ses doigts serrant le papier avec tant de force qu'ils le déchirèrent presque. « Mathieu, vous m'avez dit que vous aviez été accusé injustement. Vous n'avez pas mentionné que la police était à votre recherche. »« Je ne le savais pas. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Je jure que je ne savais pas qu'ils avaient impliqué. »« La police. Je pensais que ce serait seulement un scandale interne, qu'ils me licencieraient, détruiraient ma réputation, mais pas ça. Et l'argent? L'article dit que vous avez fui avec des millions. C'est un mensonge. Je n'ai pas pris un centime qui ne m'appartenait pas. Seulement ce que j'avais sur mon compte, mes économies. Vous pouvez vérifier mon sac à dos? Il n'y a rien là-dedans à part quelques vêtements et peu d'argent. » Mathieu observa le désespoir sincère dans ses yeux. Une partie de lui voulait la croire aveuglément, mais une autre partie, celle qui était devenue prudente après tant de déceptions, exigeait davantage. « Si ce que vous dites est vrai, pourquoi ne vous rendez-vous pas et ne prouvez-vous pas votre innocence? Avec quelle preuve? Richard a détruit tout ce qui pourrait m'innocenter. C'est ma parole contre la sienne, fils du propriétaire de l'entreprise, avec les meilleurs avocats que l'argent puisse acheter. » Le silence qui suivit fut tendu, chargé de doutes non exprimés. Finalement, Mathieu plia le journal et le rangea à nouveau. « Je ne vous livrerai pas si c'est ce que vous craignez. Je crois toujours en vous, Victoire, mais je dois protéger Louise. Si la police vient jusqu'ici, je... comprends. Je partirai dès aujourd'hui. »« Non !» La véhémence dans sa propre voix le surprit. « Je veux dire, pas maintenant. Cette région est isolée, nous recevons rarement des visites de l'extérieur. Nous pouvons réfléchir à quelque chose. » Le soulagement sur le visage de Victoire était évident, mais il y avait encore de l'appréhension dans ses yeux. « Pourquoi faites-vous cela pour moi, Mathieu ?» Lui-même n'était pas sûr de la réponse. Était-ce seulement de la compassion, ou y avait-il autre chose, des sentiments qu'il n'osait pas nommer, grandissant silencieusement chaque jour? « Tout le monde mérite une seconde chance, » répondit-il. Simplement. Dans les jours qui suivirent, l'ombre de cette nouvelle plana sur eux, mais n'empêcha pas la vie de suivre son cours au domaine de l'espérance. Victoire, maintenant plus consciente de la gravité de sa situation, devint encore plus prudente. Elle évitait d'aller en ville, portait des chapeaux et des foulards quand elle devait quitter la propriété, changeait son apparence en coupant ses cheveux encore plus courts. Mais paradoxalement, alors qu'elle se cachait du monde extérieur, elle s'ouvrait de plus en plus à Mathieu et Louise. Les soirées sur la véranda devinrent un rituel silencieux entre elle et Mathieu. Il parlait de livres, d'anciens rêves, de petites joies du quotidien. Il lui raconta son enfance au domaine, les traditions familiales, les défis de maintenir en vie une entreprise qui semblait de plus en plus anachronique dans le monde moderne. Elle partagea des histoires de sa vie à Paris, ses études, ses luttes en tant que femme dans un environnement d'entreprise dominé par les hommes. Lors d'une de ces soirées, alors qu'une pluie douce tombait sur les vignobles, berçant la conversation, avec son tambourinage rythmique sur le toit, Mathieu demanda «
Vous ne vous êtes jamais marié? Ou avez-vous eu quelqu'un de spécial? Victoire sourit mélancoliquement, remuant son thé avec la cuillère. Il y a eu quelqu'un, il y a longtemps. Nous étions jeunes, encore à l'université. Je l'aimais profondément, mais nos carrières ont pris des chemins différents. Il est allé travailler à l'étranger, je suis resté. Nous avons promis d'attendre, de maintenir la relation à distance, mais la vie est arrivée. Il a rencontré quelqu'un d'autre. Non, c'est moi, qui ai abandonné. Je me suis plongé dans le travail, dans l'ambition de progresser professionnellement. Les appels sont devenus plus rares, les visites plus courtes. Un jour, j'ai réalisé que nous ne faisions que prolonger quelque chose qui était déjà terminé. Ce fut une décision mutuelle, sans rancœur. Mais depuis lors, je ne me suis plus jamais permis de m'impliquer aussi profondément. Et maintenant, après tout ce qui s'est passé, pensez-vous encore à retourner à cette vie? La question prit Victoire au dépourvu. Il y a quelques semaines à peine, sa réponse aurait été un oui immédiat. Toute son identité était liée à sa carrière, à ses réussites professionnelles. Mais maintenant, après avoir expérimenté un autre rythme de vie, d'autres formes d'accomplissement. « Je ne sais pas », répondit-elle honnêtement. « Une partie de moi veut encore laver mon nom, récupérer ce qui m'a été injustement pris. Mais une autre partie... » Elle laissa la phrase inachevée, regardant les champs qui s'étendaient au-delà de la véranda, maintenant enveloppés par la pénombre de la nuit. Mathieu suivit son regard, comme s'il contemplait aussi des possibilités non dites. La vie au domaine de l'espérance avait établi une routine réconfortante pour Victoire. Les matins commençaient tôt, avec le chant des oiseaux et l'arôme du café frais préparé par Madame Zélie. Après le petit déjeuner avec Mathieu et Louise, elle se consacrait aux tâches qu'elle avait volontairement assumées. Aider au potager, organiser la comptabilité du domaine où son expérience professionnelle se révélait précieuse, et assister Louise dans ses études. Les après-midi étaient généralement réservés aux activités avec la petite fille qui devenait plus bavarde et expansive chaque jour. Ensemble, elles exploraient les recoins de la propriété, inventaient des jeux, lisaient des histoires sous l'ombre généreuse des pommiers. Pour Victoire, qui n'avait jamais eu d'enfant et avait toujours privilégié sa carrière, cette cohabitation révélait une facette maternelle qu'elle ne connaissait pas en elle-même. Par un après-midi particulièrement chaud, Victoire décida d'emmener Louise jusqu'au ruisseau qui traversait la propriété. C'était un endroit enchanteur, avec des eaux cristallines coulant sur des pierres lisses, entourées d'arbres touffus qui formaient une cathédrale naturelle d'ombre et de fraîcheur. Assise au bord de l'eau, les pieds plongés dans le courant, Hadou, elle parlait de choses simples quand Louise posa une question inattendue. « Victoire, tu aimes mon papa ?» La question, posée avec la franchise déconcertante de l'enfance, prit Victoire au dépourvu. Elle sentit son visage se réchauffer, et ce n'était pas à cause de la chaleur du jour. « Bien sûr que je l'aime. Ton père est un homme très... bon qui m'a aidé quand j'en avais le plus besoin. »« Non, pas comme ça, » insista Louise, avec la sagesse que parfois seuls les enfants possèdent. « Tu l'aimes comme maman l'aimait, de cette façon spéciale ?» Victoire observa le reflet de toutes deux dans l'eau ondulant doucement. Comment expliquer à une enfant des sentiments qu'elle-même essayait encore de déchiffrer? Oui, quelque chose grandissait en elle, quelque chose qui allait au-delà de la gratitude ou de l'amitié. Mathieu, avec sa gentillesse ferme, son intégrité, son dévouement à sa fille et à la terre, avait éveillé en elle des émotions qu'elle croyait endormies. Mais il y avait tant d'obstacles, tant de complications. « C'est compliqué, Louise, » répondit-elle finalement. « Les adultes ont parfois du mal à comprendre leurs propres sentiments. Mais ce n'est pas difficile. Soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. » Victoire sourit devant cette simplicité. « Peut-être as-tu raison, et oui, j'aime ton père, de cette façon spéciale. Mais ne lui dis pas, c'est notre secret, d'accord ?» Louise sourit, un sourire lumineux qui illumina tout son visage d'enfant. « Lui aussi t'aime. Je vois comment il te regarde quand tu ne regardes pas. » Cette conversation, apparemment innocente, planta une graine d'inquiétude chez Victoire. Elle commença à remarquer de petits détails qu'elle ignorait auparavant. Comment Mathieu semblait toujours trouver des raisons d'être à proximité. Comment ses yeux s'attardaient sur elle quand il pensait ne pas être observé. Comment leurs mains se touchaient occasionnellement par accident pendant les tâches partagées. De son côté, Victoire s'efforçait de maintenir une distance émotionnelle prudente.
Sa situation était précaire, elle était cachée, en fuite. Quel avenir pourrait-elle offrir à Mathieu et Louise? Et même si elle parvenait un jour à laver son nom, ce seraient des mondes trop différents. Elle, une cadre urbaine, lui, un vigneron enraciné dans les traditions rurales. Mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et malgré toutes, les barrières logiques, les sentiments grandissaient, nourris par la cohabitation quotidienne, par les conversations sur la véranda, par les petits gestes d'attention mutuelle. Ce fut pendant la traditionnelle fête du village que quelque chose changea décisivement. Le domaine voisin, celui des Perret, accueillait la célébration qui réunissait des familles de toute la région. Initialement, Victoire était réticente à y participer, craignant d'être reconnue. Mais Louise avait tant supplié, et l'idée de rester seule au domaine pendant que tous s'amusaient semblait si désolante qu'elle finit par céder. Avec ses cheveux désormais courts, portant une robe simple prêtée par Madame Zélie et un chapeau de paille qui ombrageait partiellement son visage, elle se convainquit que le risque était minime. La fête était exactement comme celle qu'elle avait fréquentée dans son enfance. Des banderoles colorées, un feu de joie crépitant, des stands de nourriture traditionnelle et de jeux de la musique joués par des musiciens locaux. Louise, vêtue de circonstance, courait joyeusement entre les stands, goûtant toutes les friandises. Victoire l'observait de loin, ressentant une pointe de mélancolie en pensant qu'elle devrait bientôt tout laisser derrière elle. « Une pièce pour vos pensées », dit Mathieu, s'approchant avec 2 verres de vin chaud. Il était particulièrement beau ce soir-là, portant une chemise à carreaux et un jean qui mettait en valeur sa silhouette masculine. L'odeur familière de son après-rasage, mêlée aux arômes de la fête, provoqua un frisson dans le ventre de Victoire. « Je pensais à combien Louise semble heureuse, » répondit-elle, acceptant la boisson chaude et aromatique. « Grâce à vous, » dit-il, s'asseyant à côté d'elle sur le banc rustique. « Depuis que vous êtes arrivés, vous avez ramené la vie pour nous deux. » Le commentaire, fait avec simplicité mais chargé de signification, plana entre eux comme une promesse non dite. Victoire sentit son cœur s'accélérer. « Vous aussi, vous m'avez rendu la vie, Mathieu. Je ne sais pas ce qui serait advenu de moi si je n'avais pas trouvé le domaine de l'espérance. Peut-être était-ce le destin, suggéra-t-il, ses yeux reflétant les flammes du feu de joie. Certaines personnes entrent dans nos vies par hasard et finissent par être exactement ce dont nous avions besoin sans le savoir. » Ils restèrent silencieux, observant les couples qui dansaient joyeusement la ronde autour du feu de joie. La musique, joyeuse et nostalgique à la fois, enveloppait la nuit dans une atmosphère presque magique. « Voulez-vous danser ?» invita Mathieu tendant la main. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » hésita Victoire. « Et si quelqu'un me reconnaît ? Personne ici ne lit les journaux de la capitale, et même s'ils les lisaient, ils sont tous trop occupés à s'amuser. » Pour remarquer une quelconque ressemblance avec une petite photo dans un vieil article. L'argument était raisonnable, et le désir d'accepter cette main tendue était plus fort que la prudence. Victoire se laissa conduire jusqu'à l'espace où d'autres couples dansaient. Mathieu la guidait avec assurance, ses mains fermes sur sa taille, la conduisant dans les pas traditionnels dont elle se souvenait vaguement de son enfance. Ils rirent quand elle se trompa dans la séquence, se rapprochèrent quand la musique devint plus lente. C'était comme si le monde autour avait disparu, ne laissant que les deux, connectés par le rythme, par le toucher, par le regard. « Vous dansez bien pour un vigneron, » plaisanta-t-elle. « Et vous apprenez vite pour une cadre de la grande ville, » répondit-il, la faisant tournoyer. Quand la musique s'arrêta, ils restèrent un moment immobiles au milieu de la place, encore proches, encore connectés par quelque chose de plus grand que la danse. Mathieu la regarda intensément, comme s'il voulait mémoriser chaque détail de son visage. Lentement, se penchant en avant, leurs lèvres presque se touchant. « Papa, Victoire, venez voir la danse des enfants. » Louise apparut entre eux, brisant le moment, les tirant par la main vers un autre coin de la fête où les enfants s'organisaient pour une présentation. Ils échangèrent un regard complice, à la fois déçus et amusés par l'interruption. Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère d'attente contenue. Quelque chose avait changé, une ligne invisible avait été franchie, et tous, deux le savaient. Sur le chemin du retour vers le domaine, avec Louise endormie sur la banquette arrière de la camionnette, le silence entre eux était éloquent, plein de possibilités inexplorées.
Quand ils arrivèrent, Mathieu porta Louise endormie jusqu'à sa chambre. Victoire se dirigea vers la véranda, son endroit préféré de la maison. La nuit était exceptionnellement étoilée, l'air parfumé par l'odeur de la terre humide de rosée. Quelques minutes plus tard, Mathieu la rejoignit apportant 2 tasses de café. « Le vin chaud me manque déjà », plaisanta-t-elle, acceptant la boisson chaude. « Nous avons de la cannelle et des clous de girofle dans le garde-manger, si vous voulez improviser, » répondit-il, s'asseyant près d'elle, plus près que d'habitude. Mathieu, commença Victoire, sentant qu'il devait aborder ce qui avait failli se produire à la fête. « À propos d'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'en parler si vous ne le souhaitez pas, » l'interrompit-il doucement. « Je sais que votre situation est compliquée, que vous avez beaucoup de préoccupations. Je ne veux pas en ajouter une de plus. »« Ce n'est pas ça, » dit-elle, posant la tasse sur la table. « C'est que j'ai peur. Peur de ce que je ressens pour vous, peur de ce qui peut arriver. Je ne peux pas offrir de stabilité, ni de garantie. Mon avenir est trop incertain. » « L'avenir est toujours incertain, Victoire. J'ai appris cela de la manière la plus dure quand j'ai perdu Julie. Nous avions prévu toute une vie ensemble. Et en un instant, tout a changé. » Elle sentit le poids de ses paroles, la douleur encore présente même après tant d'années. « Je ne peux pas promettre que je resterai pour toujours, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Mais je peux promettre que, tant que je serai ici, chaque moment sera vrai. » Mathieu toucha doucement son visage, essuyant une larme solitaire avec son pouce. « C'est tout ce que je demande. Le présent. » Et alors, finalement, sans interruption, ni hésitation, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, délicat, plein de promesses et d'incertitudes. C'était comme rentrer à la maison après un long voyage, comme trouver une oasis après avoir traversé un désert. Victoire se sentit fondre dans ce contact, ses peurs momentanément tues par la force de ce sentiment à la fois nouveau et ancien. Quand ils se séparèrent, ils restèrent front contre front, respirant le même air, absorbant la réalité de ce moment. « J'ai peur, Mathieu, » confessa-t-elle dans un murmure. « Peur que ce ne soit qu'un rêve, une pause avant que la réalité ne me rattrape à nouveau. »« Alors profitons de chaque instant de ce rêve, » répondit-il, l'enveloppant dans ses bras. « Demain s'occupera de lui-même. » Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de la campagne française, Victoire se permit de croire que peut-être, juste peut-être, il existait un avenir possible au-delà de la fuite et de la peur. Un avenir où son cœur, depuis si longtemps dédié uniquement au travail et à l'ambition, pourrait enfin trouver la paix dans les bras de cet homme et dans l'amour de cette petite famille que le destin avait mise sur son chemin. Les semaines qui suivirent furent les plus heureuses que Victoire ait connues depuis longtemps. Sa relation avec Mathieu s'épanouissait naturellement, comme si leurs âmes s'étaient reconnues l'une l'autre après une longue attente. Il n'y avait pas de précipitation, ni d'exigence, seulement le plaisir de la découverte mutuelle. Des promenades au coucher du soleil dans les vignobles, des conversations qui s'étendaient jusqu'à l'aube, des moments de silence partagé qui en disaient plus que 1000 mots. Louise, loin de se sentir exclue, semblait s'épanouir avec ce nouvel arrangement familial. La petite fille, qui auparavant souriait rarement, remplissait maintenant la maison de son rire cristallin. Elle appelait Victoire Tati, mais l'affection dans sa voix suggérait un lien beaucoup plus profond. Ensemble, elles créèrent un jardin de fleurs à côté de la maison, un espace coloré et vibrant qui symbolisait la renaissance que tous vivaient. Victoire s'inquiétait encore de son passé, vérifiait encore nerveusement chaque voiture inconnue qui passait sur la route principale, évitait encore d'apparaître sur les photographies lors d'événements communautaires. Mais l'anxiété constante qui l'accompagnait depuis sa fuite de Paris commençait lentement à diminuer, remplacée par un espoir prudent en l'avenir. Un dimanche après-midi, après un déjeuner spécial préparé par Madame Zélie pour célébrer la première récolte réussie de l'année, Mathieu invita Victoire à une promenade à cheval. C'était une activité qu'il adorait et qu'il n'avait pas pratiquée depuis longtemps. Louise resterait avec Madame Zélie, préparant des desserts pour le souper. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » hésita Victoire. « Je n'ai jamais monté à cheval. Alors il est temps d'apprendre, » sourit-il prenant sa main. « Je promets que nous irons lentement. Je veux vous montrer un endroit spécial. » Le domaine comptait 4 chevaux, tous bien soignés et de tempérament docile. Mathieu choisit pour Victoire une jument calme nommée Sérénité, au pelage clair.
et aux yeux doux. Après une brève explication sur comment monter et tenir les rênes, ils partirent en direction des collines qui bordèrent la propriété. La journée était parfaite. Ciel bleu, parsemé de nuages blancs, température douce, une brise légère qui apportait le parfum des fleurs sauvages. Ils chevauchèrent lentement, Mathieu toujours attentif aux réactions de Victoire, la guidant quand nécessaire. Elle, initialement tendue, commença bientôt à se détendre et à apprécier le rythme cadencé de l'animal, la sensation de liberté que procurait l'équitation. Après environ une demi-heure, ils atteignirent le sommet d'une colline d'où l'on pouvait voir toute l'étendue du domaine de l'Espérance et des propriétés voisines. C'était une vue à couper le souffle, champs verdoyants, la rivière serpentant au loin, la maison principale du domaine avec son toit rouge se détachant dans le paysage. « C'est magnifique », murmura Victoire, descendant avec l'aide de Mathieu. « C'est mon endroit préféré dans toute la propriété », dit-il, étendant une couverture sur l'herbe et l'invitant à s'asseoir. « Je viens ici chaque fois que j'ai besoin de réfléchir, de prendre des décisions importantes ou simplement de trouver la paix. » Ils s'assirent côte à côte, en silence pendant quelques minutes, absorbant simplement la magnitude de cette vision. Mathieu prit la main de Victoire entre les siennes, la caressant doucement. « Victoire, ces derniers mois avec vous ont été révélateurs. Après le départ de Julie, je pensais que jamais je ne ressentirais à nouveau ce que je ressens maintenant. » Elle se tourna pour le regarder, son cœur s'accélérant en percevant le sérieux dans son regard. « Mathieu. »« S'il vous plaît, laissez-moi finir, » demanda-t-il gentiment. « Je sais que votre situation est compliquée, qu'il y a des questions de votre passé encore non résolues, mais je veux que vous sachiez que, quoi qu'il arrive, je serai à vos côtés. Je ne demande pas de promesses ou de garanties. Je veux juste que vous sachiez que ce domaine, cette vie que nous avons construite ensemble, peut être votre foyer, permanent si vous le souhaitez. » Victoire sentit des larmes jaillir de ses yeux. C'était tout ce qu'elle désirait secrètement entendre, et en même temps, sa plus grande peur. Comment pouvait-elle accepter une telle offre quand son avenir était si incertain? « Et Louise » demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. Elle a déjà perdu sa mère une fois. Et si je devais partir soudainement, je ne supporterais pas de la blesser. Louise vous aime, Victoire. Plus que cela, elle vous fait confiance. Quelque chose qu'elle ne faisait avec personne depuis que nous avons perdu Julie. Quel que soit l'avenir, je crois qu'il est préférable pour elle d'avoir connu l'amour que vous avez apporté, même avec tous les risques. Victoire appuya sa tête sur l'épaule de Mathieu, se permettant pour un moment de rêver à la possibilité d'un avenir ici, dans ce coin de paradis. Elle s'imagina vieillir dans ce domaine, voir Louise grandir, peut-être avoir d'autres. Enfant, construire une vie pleine loin du chaos de la grande ville. « Je t'aime, Mathieu », dit-elle finalement, des mots qu'elle avait gardés en elle pendant des semaines. « Et j'aime Louise comme si elle était ma propre fille. Plus que tout, je veux que ce rêve soit réel, que nous puissions construire quelque chose de durable ensemble. »« Alors nous construirons, » répondit-il, l'embrassant doucement. Ils restèrent là jusqu'au coucher du soleil, faisant des plans, partageant des rêves, construisant des châteaux en Espagne qui, en ce moment magique, semblaient parfaitement atteignables. Le ciel se teintait d'orange et de rose quand ils décidèrent de retourner au domaine, les cœurs légers comme ils ne l'avaient pas été depuis longtemps. Mais le destin, si souvent implacable, avait d'autres plans. En approchant de la maison principale, ils remarquèrent immédiatement que quelque chose n'allait pas. Une voiture inconnue, un modèle luxueux avec des plaques parisiennes, était stationnée dans la cour. Madame Zélie les attendait sur la véranda, l'expression inquiète. « Dieu merci, vous êtes arrivés », dit la gouvernante dès qu'elle les aperçut. « Il y a un homme qui vous cherche, monsieur Mathieu. Il dit que c'est important. »« Qui est-ce » demanda Mathieu, aidant Victoire à descendre de cheval, sentant la tension qui s'emparait immédiatement de son corps. Il n'a pas dit son nom, seulement qu'il venait de Paris et qu'il devait parler urgemment avec le propriétaire du domaine. Il est dans le salon depuis presque 1 heure, buvant le café que je lui ai offert. Victoire pâlit. « Mathieu, je ne peux pas entrer. Si c'est quelqu'un qui me cherche, restez ici dehors avec les chevaux, » décida-t-il, serrant sa main de façon rassurante. « Je vais voir ce que cet homme veut. Probablement que cela n'a rien à voir avec vous. » Mais tous deux savaient que la coïncidence était trop grande pour être ignorée.
Quelqu'un de Paris, arrivant? Sans préavis, juste au moment où leur relation atteignait un nouveau palier. La peur que Victoire avait tant essayé d'éloigner revint avec force totale, la glaçant de l'intérieur. Mathieu entra dans la maison, essayant de garder son calme. Dans le salon, un homme d'âge moyen vêtu d'un costume coûteux et d'apparence exécutive attendait patiemment. En voyant Mathieu, il se leva, tendant la main. « Monsieur Rivière, je m'appelle Charles-Édouard Mercier, avocat du groupe immobilier. » Aurore! Le cœur de Mathieu manqua un battement. Alors c'était vraiment lié à Victoire. « En quoi puis-je vous aider, monsieur Mercier? Je cherche Victoire Dupont, ex-directrice financière du groupe. Nous avons des informations selon lesquelles elle pourrait être dans cette région. » Et pourquoi serait-elle dans mon domaine? L'avocat sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids. « Je n'ai pas dit qu'elle serait spécifiquement ici. Je visite toutes les propriétés de la région. Paris n'est pas si loin, et nos enquêteurs ont suivi des pistes qui mènent à cette zone. » Mathieu maintint une expression neutre. Des années de négociations avec des acheteurs de vin, l'ayant bien entraîné à ne pas montrer d'émotion dans des situations tendues. « Je crains de ne pouvoir vous aider. Je ne connais aucune Victoire Dupont. » L'avocat sortit une photographie de la poche intérieure de sa veste, la tendant à Mathieu. C'était Victoire, avec des cheveux plus longs et des vêtements élégants lors d'un événement d'entreprise. « Vous êtes sûr? C'est une femme assez remarquable, difficile à oublier. »« J'en suis absolument certain, » répondit Mathieu, rendant la photo avec une expression désintéressée. « Je vis dans ce domaine avec ma fille et peu d'employés. Nous recevons rarement des visiteurs. » Charles-Édouard ne semblait pas convaincu. Il sortit une carte de visite de sa poche, la plaçant sur la table basse. « Si par hasard vous rencontrez cette femme ou apprenez où elle se trouve, veuillez me contacter. Il y a une récompense substantielle pour des informations qui mèneraient jusqu'à elle. » « Une récompense? Je croyais qu'il s'agissait simplement d'une question légale de l'entreprise. » « C'est le cas. Mais mademoiselle Dupont a fui en emportant des informations confidentielles qui pourraient sérieusement compromettre le groupe. C'est une question de sécurité d'entreprise. » Mathieu sentit la colère grandir en lui. Cet homme mentait effrontément, essayant de dépeindre Victoire comme une criminelle dangereuse, alors qu'en réalité, c'était elle la victime dans toute cette histoire. « Comme je l'ai dit, je ne peux pas vous aider. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup de travail à faire. » L'avocat fit mine de dire quelque chose de plus, mais sembla changer d'avis. Avec un hochement de tête, il se dirigea vers la porte, non sans jeter un regard évaluateur autour de lui comme s'il cherchait des indices de la présence de Victoire. « Merci pour le café, monsieur Rivière. Je serai logé à l'auberge du village pour les prochains jours, au cas où vous vous souviendriez de quelque chose. » Mathieu l'accompagna jusqu'à la voiture, observant tandis qu'il partait par le chemin de terre qui menait à la sortie du domaine. Ce n'est que lorsque le véhicule disparut au tournant qu'il se permit de respirer soulagé et de chercher Victoire. Il la trouva dans l'écurie, tremblant incontrôlablement tout en caressant Sérénité. Son visage était pâle comme du papier, ses yeux écarquillés de panique. « Il est parti, » dit Mathieu, l'embrassant fortement. « C'était un avocat du groupe immobilier. Il vous cherche, mais j'ai dit que je ne vous connaissais pas. »« Ils m'ont trouvé, Mathieu, » murmura-t-elle, la voix étranglée par la peur. « Comment? Comment m'ont-ils trouvé ici ?»« Je ne pense pas qu'ils sachent avec certitude. Il a dit qu'il visitait toutes les propriétés de la région, suivant des pistes. Ça pourrait être simplement une recherche aléatoire. » Mais Victoire n'était pas convaincue. La panique qu'elle avait ressentie les premiers jours de sa fuite revint avec toute sa force, l'étouffant. « Je dois partir. Maintenant. Si je reste, je vous mettrai, vous et Louise, en danger. Ne soyez pas absurde. Vous n'avez rien fait de mal, il n'y a aucune raison de fuir à nouveau. Vous ne comprenez pas, Mathieu. » Elle s'éloigna, ses yeux révélant un désespoir profond. « Richard Montagne n'essaie pas seulement de m'incriminer pour fraude. Il craint que j'aie des preuves contre lui, que je puisse exposer ses stratagèmes. Tant que je serai disparu, je suis une menace. Il fera n'importe quoi pour me trouver. Alors luttons, Victoire, ensemble. Engageons des avocats, cherchons des preuves, lavons votre nom. Avec quel argent? Contre le pouvoir économique de la famille Montagne. Ce serait une bataille perdue avant même de commencer. » La nuit tomba sur le domaine de l'Espérance comme un manteau lourd et suffocant.
À l'intérieur de la maison principale, le silence n'était rompu que par le tic-tac de la vieille horloge du salon et par le soupir occasionnel de Madame Zélie, qui préparait une tisane calmante dans la cuisine. Louise était déjà au lit, ignorant la tempête émotionnelle qui se déroulait entre les adultes. Victoire marchait de long en large dans la bibliothèque, ses pas nerveux marquant le parquet en bois. Mathieu l'observait depuis le fauteuil, essayant de trouver des mots qui pourraient calmer ce tourbillon. « Je dois partir dès cette nuit », décida-t-elle finalement, s'arrêtant devant la fenêtre qui donnait sur le jardin. « Plus je reste longtemps, plus le risque est grand pour vous tous. Et où irez-vous? Avec quel argent? Quelle sorte de vie aurez-vous toujours en fuite, toujours à regarder par-dessus votre épaule ?» Victoire n'avait pas de réponse à ces questions. Elle savait seulement qu'elle ne supporterait pas de voir Mathieu et Louise impliqués dans les conséquences de ses problèmes. La simple idée que Richard Montagne découvre ses sentiments pour eux et les utilise contre elle était insupportable. Peut-être pourrais-je aller vers le nord, dans un endroit reculé où personne ne me connaît. Je peux travailler à n'importe quoi, à recommencer à zéro. Et nous, moi et Louise, nous oublions simplement que vous avez existé. Nous poursuivons nos vies comme si ces mois n'avaient rien signifié. La douleur dans la voix de Mathieu était palpable, faisant Victoire considérer pour la première fois l'impact réel que son départ aurait. Ce n'était pas seulement sa vie qui serait brisée à nouveau, mais aussi la leur. Que suggérez-vous alors? Que je reste et attende jusqu'à ce que cet avocat revienne avec la police? Jusqu'à ce que Louise me voie emmener menottée? Jusqu'à ce que votre nom soit traîné dans la boue avec le mien? Mathieu se leva, s'approchant d'elle d'un pas ferme. Il tint son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. « Je suggère que nous luttions, que nous affrontions cela ensemble, la tête haute. Vous êtes innocente, Victoire, et la vérité, aussi difficile qu'elle soit à prouver, à sa propre force. » Elle voulait croire. Elle voulait désespérément s'accrocher à cet espoir qu'il offrait. Mais la peur, compagne constante depuis que sa vie s'était effondrée à Paris, murmurait avec insistance que c'était impossible, que ce n'était qu'un rêve naïf. « Je ne peux pas risquer, dit-elle finalement, s'éloignant de lui. Je vais préparer mes affaires et partir aujourd'hui même. C'est mieux ainsi. » Mathieu l'observa marcher vers la porte, impuissant face à sa détermination. Lorsqu'elle était sur le point de quitter la bibliothèque, il parla. « Si vous franchissez cette porte avec l'intention de fuir, Victoire, vous leur donnerez raison. Vous confirmerez la culpabilité qu'ils essaient de mettre sur vous. » Les mots la frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Elle s'arrêta, dos à lui, la main suspendue sur la poignée. « Parfois, fuir est la seule option, » répondit-elle, la voix brisée. « Vous croyez vraiment cela? La femme que j'ai connue ces derniers mois, la femme dont je suis tombé amoureux, ne serait pas vaincue si facilement. » Victoire sentit les larmes couler sur son visage. Comment pouvait-il si bien la comprendre et en même temps ne pas saisir la terreur qu'elle ressentait? Ce n'était pas seulement pour elle-même qu'elle craignait, mais pour lui, pour Louise, pour tout ce qu'ils avaient construit ensemble. « Donnez-moi au moins jusqu'à demain, » demanda Mathieu, s'approchant à nouveau. « Une nuit pour réfléchir à des alternatives, pour passer quelques coups de téléphone. J'ai des amis à Paris, des personnes qui peuvent nous aider. » Elle hésita. Une nuit ne changerait pas grand-chose, pensa-t-elle. Et peut-être, y avait-il une issue qu'elle ne pouvait pas voir dans son désespoir? D'accord, accepta-t-elle finalement. Jusqu'à demain. Cette nuit fut l'une des plus longues de la vie de Victoire. Allongée sur le lit qui était devenu le sien ces derniers mois, elle se retournait, inquiète, incapable de trouver le sommeil. Des images du passé et du présent se mélangèrent dans son esprit. Le bureau du groupe immobilier, le visage triomphant de Richard quand il l'accusa, la grange où Mathieu l'avait trouvé, le sourire timide de Louise, les après-midi sur la véranda. Vers 3 heures du matin, fatiguée de lutter contre l'insomnie, elle se leva et alla jusqu'à la fenêtre. La nuit était claire, avec une pleine lune qui baignait le paysage d'argent. Le domaine, si vivant pendant la journée, reposait dans un silence presque sacré. Comment pourrait-elle abandonner tout cela? Comment pourrait-elle laisser derrière elle et les 2 personnes qui étaient devenues son monde? Un bruit soudain de moteur brisa le silence de l'aube. Victoire se raidit, alerte. Regardant par la fenêtre, elle vit une voiture s'approcher par la route principale, les phares coupant l'obscurité. Son cœur s'emballa. Était-ce l'avocat qui revenait? La police? Elle s'habilla précipitamment et sortit de la chambre. Dans le couloir,
elle rencontra Mathieu, également réveillé par le bruit. « Restez ici, dit-il, se dirigeant vers l'escalier. Je vais voir qui c'est. »« Je viens avec vous, décida-t-elle, le suivant. Ils descendirent ensemble, la tension palpable entre eux. Quand ils arrivèrent sur la véranda, la voiture était déjà garée dans la cour. C'était un modèle simple, différent du véhicule luxueux de l'avocat. La portière du conducteur s'ouvrit et une silhouette féminine émergea de l'obscurité. « Mathieu Rivière ?» appela la femme, s'approchant de la maison. « C'est moi, » répondit-il prudent. « Qui êtes-vous ?»« Je m'appelle Caroline Tournier. Je suis journaliste d'investigation au journal La Vérité. J'ai besoin de parler à Victoire Dupont. C'est urgent. » Victoire sentit le sang se glacer dans ses veines. Comment cette femme savait-elle qu'elle était ici? L'avocat aurait-il découvert quelque chose et alerté la presse? « Je ne connais pas de Victoire Dupont, » répondit Mathieu, répétant le même mensonge qu'il avait raconté à l'avocat. La journaliste soupira, apparemment s'attendant à cette réponse. « Je sais qu'elle est ici, monsieur Rivière, et je ne suis pas venu pour l'exposer ou causer des problèmes. Au contraire, j'ai des informations qui peuvent l'aider. » Victoire échangea un regard avec Mathieu. Pouvait-il faire confiance à cet inconnu qui apparaissait au milieu de la nuit? Était-ce un piège? Comment m'avez-vous trouvé? Demanda-t-elle finalement, faisant un pas en avant. Caroline sourit, visiblement soulagée d'avoir trouvé celle qu'elle cherchait. Je suis l'affaire depuis le début. J'ai toujours été sceptique quant à la version officielle sur le détournement de fonds au groupe immobilier Aurore. J'ai des sources au sein de l'entreprise qui m'ont parlé de l'avocat visitant des propriétés dans cette région. J'ai obtenu votre localisation exacte grâce à un employé de l'auberge où il est logé. Et pourquoi devrions-nous vous faire confiance? Questionna Mathieu. Parce que j'ai des preuves, répondit simplement la journaliste, sortant une clé USB de sa poche. Des documents, des emails, des enregistrements qui prouvent que Richard Montagne a orchestré toute la situation pour incriminer Victoire. Et plus important, j'ai un témoin prêt à témoigner. Quelqu'un de l'intérieur, du groupe qui n'en peut plus de participer à cette farce. Victoire sentit ses jambes faiblir. Des preuves, un témoin, c'était plus qu'elle n'avait jamais osé espérer. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Parce que c'est mon travail d'exposer la vérité. Et parce... Ah, que je connais la réputation des montagnes. Ce n'est pas la première fois qu'ils utilisent leur pouvoir pour détruire des personnes innocentes. » Ils passèrent le reste de la nuit dans la cuisine, Caroline expliquant en détail ce qu'elle avait découvert. Selon celle, Richard Montagne avait détourné des millions dans un système complexe de surfacturation de travaux publics. Quand il a réalisé que Victoire, responsable des finances, commençait à remarquer des anomalies, il a décidé de l'éliminer du chemin, forgeant des preuves qui l'incriminaient. Le témoin était Marie-Claire, secrétaire personnelle de Richard, qui assistait depuis des années aux irrégularités en silence, par peur, mais qui avait finalement décidé de se manifester. Avec ces preuves et le témoignage de Marie-Claire, nous pouvons non seulement laver votre nom, Victoire, mais aussi mettre Richard derrière les barreaux, conclut Caroline. Le soleil se levait déjà quand ils terminèrent la conversation. Victoire se sentait simultanément épuisée et électrisée. C'était comme si un poids énorme avait été retiré de ses épaules, remplacé par un espoir presque douloureux dans son intensité. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Mathieu, tenant la main de Victoire sur la table. « Victoire doit retourner à Paris avec moi, » répondit Caroline. « Nous avons un rendez-vous avec le commissaire Henri Ménard du département des crimes financiers. Il est déjà au courant de l'affaire et a garanti une protection tant pour Victoire que pour Marie-Claire pendant tout le processus. »« Je viens avec vous, » décida Mathieu immédiatement. « Vous ne pouvez pas, » protesta Victoire. « Et Louise, le domaine ?»« Louise peut rester avec Madame Zélie quelques jours. Le domaine survit sans moi pendant 1 semaine. Ce qui ne survit pas, c'est mon cœur si vous affrontez cela seul. » La détermination dans ses yeux ne laissait pas de place, aux arguments. Et à vrai dire, Victoire ne voulait pas vraiment le dissuader. L'idée d'avoir Mathieu à ses côtés tandis qu'elle affrontait ses démons était réconfortante. Quand Louise se réveilla, des heures plus tard, elle trouva les adultes dans le salon discutant encore des détails du plan. Caroline était sortie brièvement pour chercher du café frais en ville et appeler ses contacts à Paris. « Que se passe-t-il » demanda la petite fille, remarquant les expressions sérieuses et les valises à moitié prêtes dans un coin du salon.
Victoire et Mathieu échangèrent des regards, incertains sur la façon d'expliquer la situation à une enfant. Finalement, Victoire s'approcha, s'agenouillant pour être à la hauteur des yeux de Louise. « Tu te souviens quand nous avons parlé de ta maman, de comment parfois de mauvaises choses arrivent que nous ne pouvons pas contrôler. » Louise hocha la tête, ses yeux fixés sur ceux de Victoire. « Eh bien, quelque chose de mauvais m'est arrivé avant que je ne vienne au domaine. Certaines personnes ont menti sur moi, ont dit que j'avais fait de mauvaises choses que je n'ai pas faites. Et maintenant, ton père et moi devons aller à Paris pour résoudre cela, pour montrer la vérité. Tu t'en vas ?» La voix de la petite fille était chargée de peur, ses yeux commençant à se remplir de larmes. « Seulement pour quelques jours, » assura Victoire, tenant les petites mains de Louise entre les siennes. « Et puis je reviendrai, je le promets. » Promesse du petit doigt, Louise tendit son auriculaire, un geste qu'elles avaient partagé quelquefois quand la petite fille voulait des garanties spéciales. « Promesse du petit doigt », confirma Victoire, entrelaçant son auriculaire à celui de la petite fille. Elle sentit un nœud dans la gorge en percevant la confiance absolue dans les yeux de l'enfant. Elle ne pouvait pas, elle ne voulait pas la décevoir. Quand Caroline revint, les préparatifs pour le voyage furent rapidement conclus. Madame Zélie, informée de la situation, garantit qu'elle s'occuperait de Louise comme si c'était sa propre petite fille. Les adieux furent émouvants, avec la petite fille s'accrochant à Victoire comme si elle craignait qu'elle puisse disparaître à tout moment. « Souviens-toi de la promesse », murmura Louise à l'oreille de Victoire pendant la dernière étreinte. « Je n'oublierai jamais », répondit-elle, embrassant le sommet de la tête de la petite fille. Sur la route vers Paris, tandis que la voiture de Caroline traversait le paysage, de plus en plus urbanisé, Victoire oscillait entre la peur et l'espoir. D'un côté, elle craignait la confrontation imminente, les accusations, le système juridique qui pourrait être manipulé en faveur des puissants. De l'autre, elle ressentait une détermination renouvelée, alimentée par l'amour de Mathieu et Louise par le soutien inattendu de Caroline, par la perspective de finalement laver son nom et reconstruire sa vie. « À quoi pensez-vous » demanda Mathieu, remarquant son regard perdu dans le paysage qui défilait rapidement par la fenêtre. « À combien le destin est étrange » répondit-elle, entrelaçant ses doigts aux siens. « Il y a quelques mois, je pensais que ma vie était finie. Maintenant, même face à tant d'incertitudes, je sens que je commence seulement à vivre vraiment. » Mathieu sourit, serrant sa main avec affection. « Peu importe ce qui se passe à Paris, Victoire, nous avons l'un l'autre, et nous avons un foyer où revenir. » Paris accueillit Victoire avec sa frénésie habituelle. Le trafic chaotique, la pollution, le bruit incessant, la précipitation des gens dans les rues. Pour quelqu'un qui avait passé les derniers mois dans la quiétude bucolique du domaine de l'Espérance, la ville semblait encore plus oppressante et suffocante que dans ses souvenirs. Mathieu, qui visitait rarement la capitale, observait tout, avec un mélange de fascination et d'inconfort. Caroline les conduisit directement à un hôtel discret dans le quartier du Marais, loin des grands centres d'affaires où Victoire pourrait être reconnue. Là, dans une chambre simple mais confortable, les trois réexaminèrent chaque détail du plan pour le lendemain. « La réunion avec le commissaire Ménard est fixée à 10 heures, expliqua Caroline, consultant ses notes. « Marie-Claire nous retrouvera directement au commissariat. Elle est dans un lieu sûr jusque-là. »« Et l'avocat qui est apparu au domaine ?» demanda Mathieu, préoccupé. « S'il a découvert où Victoire se trouvait ?»« C'était probablement juste une coïncidence, » rassura Caroline. « Mes sources me disent que le groupe immobilier Aurore envoie des gens dans plusieurs régions proches de Paris. Ils sont désespérés de vous trouver avant que nous puissions présenter les preuves. » Victoire restait silencieuse, absorbant chaque information. Une partie d'elle ne croyait toujours pas qu'elle était réellement là, sur le point d'affronter l'homme qui avait détruit sa vie. Les documents et enregistrements que Caroline avait rassemblés étaient substantiels, mais le système judiciaire français était notoirement lent et souvent influençable par le pouvoir et l'argent. Serait-ce suffisant ? « Vous allez bien ?» demanda Mathieu, remarquant son expression distante. « Juste nerveuse, » admit-elle, essayant de sourire. « Demain pourrait être le début de ma rédemption. » Ou « Tout ira bien », garantit-il, l'embrassant. « Nous sommes tous de votre côté maintenant. Vous n'êtes plus seul dans cette lutte. » Cette nuit-là, tandis que Mathieu dormait, épuisé par le voyage,
Victoire resta éveillée, repassant mentalement tout ce qu'elle devrait dire et faire le lendemain. Son témoignage serait crucial, ainsi que sa capacité à expliquer en détail comment Richard Montagne avait manipulé documents et transactions pour l'incriminer. Des années d'expérience en tant que directrice financière seraient finalement utiles, non pour générer des profits, mais pour démasquer une injustice. Parfois, ses pensées volaient vers Louise et le domaine de l'espérance. La petite fille, allait-elle bien? Lui manquait-elle? Et si quelque chose tournait mal et qu'elle ne pouvait pas tenir sa promesse de revenir? La simple idée était trop douloureuse à contempler. Le matin arriva avec une pluie fine et persistante, typique du printemps parisien. Victoire s'habilla soigneusement, optant pour un ensemble sobre que Caroline avait apporté. Rien de trop élégant qui pourrait rappeler son ancienne vie d'entreprise, mais quelque chose d'assez respectable pour une réunion officielle. Mathieu, percevant son anxiété, tint ses mains tremblantes, tandis qu'elle essayait d'appliquer un peu de maquillage. « Respirez. Profondément, dit-il doucement. Rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous que la vérité est de votre côté. » Le commissariat spécialisé dans les crimes financiers se trouvait dans un bâtiment moderne au centre de la ville. Caroline les guida à travers les couloirs avec la familiarité de quelqu'un qui fréquentait régulièrement les lieux à la recherche d'histoire. Le commissaire Henri Ménard, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et à l'expression sérieuse, les attendait dans son bureau avec une femme que Victoire reconnut immédiatement, Marie-Claire, la secrétaire de Richard Montagne. « Mademoiselle Dupont », salua le commissaire tendant la main, « nous nous rencontrons enfin. Mademoiselle Tournier m'a beaucoup parlé de votre cas. » Les heures suivantes furent intenses. Victoire donna un témoignage détaillé, expliquant comment elle avait remarqué des irrégularités dans les comptes du groupe et comment, en questionnant discrètement, elle était devenue la cible de Richard. Marie-Claire, visiblement nerveuse mais déterminée, confirma tout et ajouta des informations cruciales. Des emails que Richard lui avait ordonné de supprimer, des réunions suspectes avec des politiciens responsables d'appels d'offres, des instructions explicites pour falsifier des documents qui incrimineraient Victoire. Caroline, dans son rôle de journaliste d'investigation, présenta les preuves qu'elle avait collectées au fil des mois. Des relevés bancaires montrant des transferts suspects, des enregistrements de conversations compromettantes, des documents internes du groupe qui avaient été divulgués par des sources anonymes. Sur la base de tout ce que j'ai entendu et vu aujourd'hui, conclut le commissaire Ménard après presque 4 heures de témoignage, nous avons suffisamment d'éléments non seulement pour rouvrir votre dossier, mademoiselle Dupont, mais aussi pour initier une enquête formelle contre Richard Montagne. Et possiblement d'autres cadres du groupe immobilier Aurore. Victoire ressentit une vague de soulagement si intense que ses jambes faiblirent. Mathieu, toujours attentif, la soutint discrètement. « Combien de temps avant que mon nom soit officiellement lavé ?» demanda-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Les procédures légales prennent du temps, » avertit le commissaire. « Mais je peux vous garantir qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus considéré comme en fuite. Je vais émettre un document officiel attestant de votre coopération avec les enquêtes et suspendant tout mandat d'arrêt contre vous. » C'était plus que Victoire n'avait osé espérer pour une seule journée. En sortant du commissariat, déjà, en début d'après-midi, la pluie avait cédé la place à un soleil timide qui semblait symboliser le changement dans sa fortune. « Nous avons franchi la première étape », célébra Caroline, l'embrassant. « Maintenant vient la partie la plus amusante, publier l'histoire et voir les montagnes essayer de s'expliquer dans la presse. »« Je ne veux pas de vengeance, » répondit Victoire sincèrement. « Je veux juste récupérer ma vie. »« Et vous l'aurez, » garantit la journaliste. « Mais Richard doit payer pour ce qu'il a fait, pas seulement pour vous, mais pour qu'il ne fasse pas la même chose à d'autres personnes. » Dans les jours qui suivirent, tandis qu'il restait à Paris en attendant les développements, l'histoire explosa dans les médias. Caroline publia un reportage détaillé dans La Vérité, qui fut rapidement repris par d'autres médias. Le nom de Victoire, autrefois associé à des accusations de fraude, apparaissait maintenant comme celui d'une victime d'une conspiration d'entreprise. Le groupe immobilier Aurore émit un communiqué officiel niant les accusations, mais les dégâts étaient faits. Les actions de l'entreprise chutèrent,
Les investisseurs commencèrent à poser des questions inconfortables, des politiciens auparavant proches de la famille Montagne s'en distancièrent rapidement. Richard Montagne, dans une tentative désespérée de contenir les dommages, convoqua une conférence de presse où il nia véhémentement toute irrégularité et promit de poursuivre Victoire et Caroline pour diffamation. Son arrogance habituelle, cependant, semblait ébranlée. Ses yeux, autrefois toujours confiants, montraient maintenant la peur de quelqu'un qui voit son empire commencer à s'effondrer. Le 5e jour après les témoignages, Mathieu reçut un appel de Madame Zélie. Louise avait une forte fièvre et appelait constamment Victoire. La nouvelle tomba comme un seau d'eau froide sur eux deux. « Nous devons rentrer », décida Victoire immédiatement. « Louise a besoin de nous. »« Mais le procès ? Les enquêtes sont encore en cours », rappela Mathieu, partagé entre l'inquiétude pour sa fille et la crainte d'interrompre les avancées légales. « Le commissaire Ménard a dit que je pourrais être convoqué à nouveau si nécessaire, mais que ma présence constante n'est pas obligatoire à ce stade, » argumenta-t-elle. « De plus, j'ai fait une promesse du petit doigt à Louise, et les promesses du petit doigt sont sacrées. » La décision fut prise, après une dernière réunion avec le commissaire et Caroline, où ils réglèrent les détails pour les communications. Futurs, ils prirent le premier train disponible pour la vallée de la Loire. Le voyage de retour fut silencieux, chacun immergé dans ses propres pensées. Victoire regardait par la fenêtre, voyant le paysage urbain céder progressivement la place aux champs et aux montagnes. C'était comme si chaque kilomètre parcouru soulageait un peu du poids sur ses épaules. « À quoi pensez-vous » demanda Mathieu, remarquant son regard contemplatif. « À comme la vie fait des tours » répondit-elle, souriant. « Quand j'ai fui Paris il y a des mois, j'étais désespéré, sans direction, sans espoir. Maintenant, je retourne vers un endroit que j'ai appris à appeler mon foyer, vers des personnes que j'aime, et avec la perspective réelle d'un avenir. Un avenir ensemble, compléta-t-il, tenant sa main. Ensemble, acquiesça-t-elle, sentant une certitude tranquille s'installer dans son cœur. Quand ils arrivèrent finalement au domaine de l'Espérance, la nuit était déjà tombée. Les lumières de la maison principale étaient allumées, créant un phare accueillant dans l'obscurité rurale. À peine étaient-ils descendus du taxi qui les avait amenés de la gare, que la porte s'ouvrit et Madame Zélie apparut, avec Louise, dans les bras, enveloppée dans une couverture. « Victoire !» cria la petite fille en la voyant, tendant les bras. « Tu es revenue !» Victoire courut vers elle, la prenant dans ses bras et l'embrassant avec force. « Bien sûr que je suis revenue, mon amour. J'ai fait une promesse du petit doigt, tu te souviens ?» Louise sourit malgré les joues rougies par la fièvre. « Tu m'as manqué, et papa aussi. »« Tu nous as beaucoup manqué aussi, » dit Mathieu, embrassant les deux. « Mais maintenant, nous sommes à la maison, tous ensemble. » Madame Zélie, les larmes aux yeux, observait la scène émue. « Dieu merci, vous êtes revenu. Cette maison n'est pas la même sans vous. » Dans les jours qui suivirent, tandis qu'il prenait soin de Louise, qui se rétablit rapidement avec la joie du retour des deux, Victoire et Mathieu établirent une nouvelle routine. Chaque matin, ils vérifiaient les nouvelles pour suivre les développements de l'affaire à Paris. Caroline les tenait informés par téléphone de chaque nouveau développement. L'enquête contre Richard Montagne avançait à grands pas, avec de nouveaux témoins apparaissant, encouragés par l'exemple de Marie-Claire. L'empire du groupe immobilier Aurore commençait à s'effondrer, sous le poids des révélations. Une semaine après le retour, par un après-midi ensoleillé, Mathieu emmena Victoire à la colline où ils avaient déclaré leur amour pour la première fois. La vue restait magnifique, le domaine s'étendant en dessous d'eux, les champs verdoyants, la rivière au loin. Mais maintenant, sans le poids de l'incertitude, sans l'ombre de la persécution, le paysage semblait encore plus beau. « Vous souvenez-vous de la dernière fois que nous étions ici ?» demanda-t-il, l'embrassant par derrière tandis qu'il contemplait. « La vue. Comment pourrais-je oublier? C'est quand vous m'avez dit que ce domaine pourrait être mon foyer permanent. » Et puis, le même jour, tout semblait s'effondrer, se rappela-t-il. « Mais maintenant nous sommes de retour, plus forts. » Mathieu la tourna délicatement pour lui faire face. Ses yeux, toujours sincères, brillaient maintenant d'une émotion profonde. « Victoire, quand Julie est partie, j'ai cru que jamais je ne ressentirais à nouveau ce que je ressens maintenant. J'ai passé des années à construire des murs autour de mon cœur, convaincu que c'était mieux ainsi, plus sûr. Et puis vous êtes littéralement tombé dans ma vie. »
Elle sourit, se souvenant de cette nuit pluvieuse dans la grange. Ces derniers mois ont été les plus heureux que j'ai connus depuis longtemps, continua-t-il. Pas seulement pour moi, mais pour Louise aussi. Vous avez ramené la lumière dans nos vies, et maintenant que votre nom est en train d'être lavé, que votre avenir s'ouvre à nouveau devant vous, je dois demander, voulez-vous construire cet avenir ici, avec nous? Le cœur de Victoire s'accéléra. C'était la question qu'elle espérait secrètement, qu'elle désirait entendre. Êtes-vous en train de me demander en mariage, Mathieu Rivière? Le taquina-t-elle, souriant à travers des larmes d'émotion. Je vous demande beaucoup plus que cela, répondit-il sérieusement. Je vous demande d'être ma compagne dans la vie, d'être une mère pour Louise, de faire du domaine de l'espérance votre projet autant qu'il est le mien, que nous grandissions ensemble, que nous vieillissions ensemble, que nous affrontions ensemble tout ce que le destin mettra sur notre chemin. Victoire n'eut pas besoin de réfléchir à deux fois. Dans son cœur, la réponse était déjà claire depuis longtemps. « Oui », dit-elle simplement, avant de l'embrasser avec toute la passion et la certitude qu'elle ressentait. Tandis que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de tons d'orange et de rose, ils scellèrent en cette promesse avec un baiser qui parlait de recommencement, de seconde chance, d'avenir brillant né des cendres de passé douloureux. 3. Mois plus tard, le domaine de l'espérance était méconnaissable. Des banderoles colorées décoraient le chemin de la maison principale jusqu'au grand chêne centenaire qui se dressait au centre de la propriété. Des tables soigneusement arrangées s'étendaient sur la pelouse, couvertes de nappes blanches et de bouquets de fleurs sauvages. Un petit hôtel improvisé attendait sous l'ombre généreuse de l'arbre. C'était le jour du mariage de Victoire et Mathieu. Amis, familles et voisins s'étaient réunis pour célébrer non seulement l'union de deux personnes, mais le triomphe de l'amour sur l'adversité, de la vérité sur le mensonge, de l'espoir sur le désespoir. Louise, vêtue d'une délicate robe, bleu clair, portait les alliances avec une expression de solennité et de bonheur qui émouvait tout le monde. Madame Zélie, pleurant ouvertement, s'enorgueillissait de la transformation qu'elle avait observée dans cette famille ces derniers mois. Parmi les invités, Caroline Tournier se distinguait, maintenant une amie proche, dont le travail journalistique avait été fondamental pour le revirement dans la vie de Victoire. À ses côtés, le commissaire Henri Ménard, qui avait tenu à être présent, apportant des nouvelles encourageantes, Richard Montagne avait été formellement inculpé pour fraude, falsification de documents et obstruction à la justice. L'enquête continuait, mais la vérité venait enfin au jour. Quand Victoire s'avança vers l'hôtel, radieuse dans une robe simple mais élégante, tous les regards se tournèrent vers elle. Mais elle n'avait d'yeux que pour Mathieu et Louise, qui l'attendaient sous le chêne, leurs visages illuminés par des sourires qui reflétaient le soleil lui-même. Les paroles du maire, l'échange des vœux, les alliances glissant sur les doigts, tout semblait se dérouler dans un rêve lumineux. Quand ils furent finalement déclarés mari et femme, les applaudissements qui jaillirent de la petite foule semblaient célébrer non seulement cette union, mais la capacité humaine elle-même à surmonter les obstacles et à trouver le bonheur, dans les endroits les plus inattendus. La fête qui suivit fut joyeuse et détendue, avec de la nourriture abondante, de la musique live et beaucoup de danse. Cependant, à un moment donné, Victoire s'échappa discrètement de la célébration, marchant jusqu'à la vieille grange, où tout avait commencé. Elle voulait un moment de silence, de réflexion, pour absorber pleinement la magnitude de ce que sa vie était devenue. La grange était comme cette nuit-là, échelle en bois, bottes de foin, odeur douce et réconfortante. Mais Victoire n'était plus la même. La femme effrayée et désespérée qui avait cherché refuge là des mois auparavant avait cédé la place à une femme forte, aimée, accomplie. Une femme qui avait affronté ses peurs, qui avait lutté pour la justice, qui avait trouvé un foyer et une famille quand elle s'y attendait le moins. « Je pensais vous trouver ici », dit Mathieu entrant dans la grange. « Louise vous cherche. Elle veut que vous l'aidiez à cueillir des fleurs pour faire une couronne. » Victoire sourit, sentant son cœur déborder de gratitude et d'amour. « J'arrive. Je voulais juste me souvenir, comprendre comment nous en sommes. » Qu'arrivé là, Mathieu s'approcha l'enlaçant par la taille. Le destin? La coïncidence? Qui sait? L'important, c'est que nous y sommes arrivés et que maintenant nous avons tout l'avenir devant nous.
Un avenir au domaine de l'espérance, compléta-t-elle, appuyant sa tête sur son épaule. Un nom parfaitement approprié, ne trouvez-vous pas? Parfaitement, acquiesça-t-il, l'embrassant doucement. Maintenant, allons-y. Notre fille nous attend. Notre fille. Les mots résonnèrent comme une musique aux oreilles de Victoire. Ensemble, ils quittèrent la grange et retournèrent à la fête, à la vie qu'ils avaient construite, à l'avenir qui s'ouvrait devant eux, brillant, prometteur et plein d'espérance. Chers auditeurs, nous espérons que le voyage de Victoire et Mathieu a touché vos cœurs. Du désespoir à la rédemption, leur histoire nous rappelle que la vie offre toujours des secondes chances à ceux qui ont le courage de recommencer. Pour continuer à vous émouvoir avec des récits tout aussi captivants, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires qui explorent les hauts et les bas de l'expérience humaine. Trouvez-la ici en cliquant à gauche. Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de donner ce like spécial. Quotidiennement, nous apportons des contenus qui inspirent, émeuvent et font réfléchir.